Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. En ces temps un petit peu compliqués, vous l'aurez remarqué, c'est la première vidéo depuis très longtemps. Et je la fais un petit peu en one shot, voilà, je profite de mon isolement post-Covid pour réagir à un commentaire qui a été posté sur la vidéo qu'on avait faite sur Fury, le film. Commentaire de Xelos Metallium qui écrivait ceci: pourquoi est-ce si dur de faire des affrontements cohérents dans les films? Alors, vaste question, mais qui m'a fait vibrer une corde dans le cerveau, et c'est vrai que je me suis posé la question, et je pense qu'après avoir retourné la question plusieurs fois dans ma tête, je pense que le principal argument reste la facilité scénaristique. Alors, facilité est à prendre avec des pincettes, puisque ce n'est ni facile ni simple d'écrire un bon scénario, puisqu'il faut savoir que avant chaque film, il y a souvent un livre, et qu'écrire un livre, c'est compliqué, avec un développement de personnages, etc., des évolutions de situation, c'est extrêmement difficile à faire, donc c'est pour ça que facilité est à prendre avec des grosses pincettes. Donc pour argumenter un petit peu mon propos, je vais prendre un film américain et un film français, donc on va reprendre Fury, on va remettre une petite couche dessus, puisque ça a été beaucoup demandé dans les commentaires, et puis ça fait un bout de temps que j'ai dit que je le ferais, donc voilà, on va en profiter. Et Les Chevaliers du Ciel. Deux films que j'aime beaucoup, qui visuellement, je trouve, ont une qualité irréprochable, ou presque, avec vraiment de belles images et une belle prouesse technique, vraiment. Et pourtant, qui souffrent de facilités scénaristiques liées au matériel notamment, qui sont malheureusement déplorables, qui m'ont fait grincer des dents plusieurs fois, et je trouve ça, voilà, un petit peu dommage. Mais pour que la vidéo ne soit pas que négative, je vais, à la fin, en deuxième partie, arriver avec deux contre-exemples de deux productions, une américaine et une française, que justement, au contraire, j'ai trouvé quasiment sans faute. Et qui, en plus de ça, sont très agréables à regarder. Donc, on va se lancer gentiment et on va analyser tout ça. Allez, c'est parti. On September 1st, 1939, the Nazi army smashed into the avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin un débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Très bien, donc avant de commencer, petit disclaimer que j'aimerais ne pas faire. J'estime que j'ai pas à le faire, mais bon, YouTube étant YouTube, on n'a pas le choix. Je vais évidemment donner mon opinion. Vous voyez où je veux en venir. Donc, je sais que dans les commentaires, vous êtes toujours très bienveillants et que vous apportez beaucoup de savoir aux autres usagers, aux autres internautes et à moi y compris. Donc déjà, toujours merci pour ça. Je compte sur vous donc pour conserver cette qualité d'échange. Merci beaucoup. Donc on va commencer avec Fury, donc la dernière scène du film. Donc le char est immobilisé au milieu d'un carrefour, un peu capable de bouger, et 300 SS se dirigent vers lui. En marchant comme à la parade, hein, donc en chantant, etc. Donc au niveau opérationnel, c'est assez moyen. Mais voilà, donc c'est le dernier carré de l'équipage du Fury qui va se retrouver confronté aux SS que le film nous tease depuis le début, puisqu'on a fait du build-up sur le fait que ce sont des salopards sanguinaires, sans pitié et extrêmement redoutables au combat. Donc on s'attend à ce que ce soit effectivement redoutable. On les craint à ce moment-là. Jurassic Park fait un peu le même build-up avec les Raptors. Hein. Tout le long du film, on vous en parle, hein, et puis effectivement, quand on les voit la première fois, on se rend bien compte que c'est de la saloperie ultra dangereuse. Là, on est à 1h42 de film sur 2h14, donc on est vraiment sur la fin, et vraiment, on attend à ce moment-là des soldats SS une vraie compétence militaire. Donc on a quelques tirs d'armes légères, on a des jets de grenades depuis l'intérieur du char sur l'extérieur. Un obus qui manque sa cible à 100 mètres, bon, très bien, ça met un peu de tension. Ah, reloupé. Troisième obus, coup au but, très bien. Camion détruit. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui empêche les SS de simplement poursuivre leur route au lieu de courir en randonnion comme ça au milieu de la route? Donc absence totale de prise de couvert hein, de la part des SS. Hein. Voilà, on met en batterie des mitrailleuses comme si ça allait pénétrer un char. Bon, à la rigueur, on peut aveugler vraiment un tourello.
mais c'est tout ce qu'on va faire en fait. Et le truc c'est que, de ce qu'on voit là, les SS ne se mettent absolument pas à couvert. Ils font que courir à droite à gauche, on en voit passer devant la caméra non-stop, comme s'ils couraient tout autour du char en cercle en fait, mais il n'y a aucune prise de dispositif. On a vu plus tôt dans le film à quel point un Panzerfaust pouvait être dangereux sur un char. On voit un gamin qui met un coup de Panzerfaust à 20 mètres d'un Sherman sur le flanc et qui l'explose. Et là les gars, on les a bien vus quand ils arrivaient, ils avaient quasiment tous un Panzerfaust sur l'épaule et il n'y en a aucun qui s'en sert. Il n'y a pas une grenade fumigène qui est craquée, rien du tout. C'est un dernier carré, donc il faut que ça explose, donc il faut une mort héroïque. Donc on va donner un gros élan de succès avant les dernières minutes et avant le décès successif des personnages. Mais on voit depuis le début des Allemands qui courent devant la caméra au premier plan, sans aucune riposte anti-char, quelle qu'elle soit, sans aucun moyen de couverture, sans aucun fumigène, sans même chercher à juste continuer leur route et appeler l'artillerie ou ce qui reste de l'aviation allemande en avril 45 pour juste péter le char, marquer sa position. On n'a rien de tout ça. Et ça pose problème. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien que cette scène-là a été fustigée, que ce film en général a été un peu fustigé aussi. C'est, je veux dire, 4 types dans un char contre 300 Allemands équipés anti-char, bon, c'est un peu gros. Alors, eux, ils ont des fumigènes. Bon, ils sont intelligents. Et du coup, on pourrait s'attendre des Allemands qui mènent une contre-offensive, en fait. Profiter des fumigènes pour simplement venir à portée de Panzerfaust et exploser le tank. Ouh, la cadence de tir de cette MP40. Et il continue d'arriver bien face à l'angle de l'AMG, pas de problème. On remarque la gentillesse des Allemands qui cessent d'attaquer le temps qu'ils aient leur petite discussion, leur petit discours biblique. Ah! Il était temps, les gars. Là, vous venez de perdre au moins une 50aine de gars, déjà, donc c'est un peu moyen de se réveiller maintenant. Donc là, j'ai compté une dizaine de Panzerfaust. Donc un seul suffit largement à pénétrer le blindage du Sherman. Donc ils ont raté les deux. Hein. Ils ont raté le char à 15 mètres. Voilà. Là, ça perce. Donc si j'ai bien compris, c'est le corps de, je sais plus comment il s'appelle, qui a empêché l'explosion. Mais pendant ce temps-là, personne n'attaque. Encore une fois, c'est sidérant, cette compassion des terribles SS que... Je veux dire, la mitrailleuse a un angle de tir, d'accord ? Le char est immobile. Pourquoi les mecs s'évertuent à passer devant? Range ta MG42. Ah. On passe aux grenades. J'ai vu que 3 tirs de Panzerfaust hein, sur une dizaine. Là, la MG a du sens. Bon, par contre, voilà. Par contre, ça peut viser. La réponse, en revanche, c'est headshot direct. Ah, belle utilisation d'une fusée éclairante en plein milieu du champ de tir, hein, c'était magnifique. Il y en a encore sur la route principale. Hein. Je sais pas combien de fois il dit fuck Shia LaBeouf là-dedans, mais beaucoup.
Je veux dire, les gars, au lieu de traverser la route et de courir vers le char, vous pouvez pas juste tirer sur Brad Pitt, en fait? Ça semble être un peu la logique. Ah! J'y croyais plus. Les grenades fumigènes. Et d'ailleurs... Je me permets de revenir là-dessus, mais... Ah si, c'est bon. C'est des bons modèles. Alors du coup, mec, t'as des haies partout sur les côtés, avec des arbustes et tout, et tu viens ramper tout doucement au milieu du No Man's Land. Donc notre jeune héros est le seul survivant. Ah, un Panzerfaust. Pas tiré. Donc c'est malheureux avec Fury, cette galerie magnifique d'armes et de véhicules, gâchée par par cette magnifique lampe à LED, par exemple, qui n'est absolument pas d'époque, du coup, mais gâchée par ces facilités scénaristiques dont on parlait avant, le fait que on ait le temps pour les discours, que les Allemands continuent de se jeter droit sur les mitrailleuses, etc., du char, ne sachent pas viser, n'utilisent pas toutes leurs armes. C'est dommage parce que ça dessert un film d'une qualité visuelle indéniable, quoi. Enfin, voyons voir ce qu'on fait maintenant dans notre cher Hexagone. Donc on va enchaîner avec Les Chevaliers du Ciel, sorti en France au début des années 2000. Un film absolument magnifique au niveau visuel et sonore, mais qui souffre de trous dans le scénario qui sont de facilités scénaristiques liées au matériel notamment, qui sont selon moi des choses qui font grincer vraiment des dents. Donc c'est un oui mais c'est un non également, puisque le film souffre de quelques petites erreurs, comme celle-là, mais il y en a surtout des plus graves qui sont liées au fait même, à l'utilisation même qu'on a du matériel à sa disposition quand on est pilote de chasse. Et je trouve que pour un film qui cherche à représenter avec autant de soin le quotidien de pilote de l'armée de l'air, ça passe pas, il y a des trucs qui vont pas. Donc ça va pas concerner cette scène spécialement. Si vous voulez en savoir plus sur cette scène-là, je vous recommande fortement la vidéo datée, que je vais mettre juste au-dessus, qui est ancien pilote de chasse et qui saura vous expliquer très bien toutes les subtilités liées au dogfight qui suit dans cette scène. Donc, à la fin du film, un Mirage 2000 volé qui va tenter d'abattre le ravitailleur KC-135 de l'armée de l'air. Il va tenter de l'abattre pendant le défilé du 14 juillet pour qu'il s'abatte sur la tribune présidentielle, tue tous les chefs d'État, etc., etc. Et le Mirage pirate s'est glissé dans le dispositif comme ça. Personne l'a remarqué et personne ne lui a demandé ce qu'il faisait là. Alors que Paris est censé être sous bulle de protection, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le film. Donc surtout prévenez personne, les gars. Il y a un hostile au-dessus de Paris, mais faut pas prévenir les autres. C'est... Alors cette image, pour info, est vraie, hein. C'est pas un montage, j'en veux pour preuve le fait que ma tante travaillait à la Tour Montparnasse à l'époque, et elle a vu arriver les Mirages, et ce qui est un peu cocasse, c'est que son chef de service n'était pas au courant. C'est-à-dire que personne en fait n'était au courant que 2 Mirage 2000 allaient foncer droit sur la tour pour l'esquiver au dernier moment. Et quand ils ont vu arriver les 2 Mirages, je rappelle qu'on est quelques années après le 11 septembre, hein, donc le avion et tour, c'est encore très frais dans les mémoires. Donc il y a eu un petit... et le mec est tombé raide, retombé dans les pommes. Donc voilà, petit souci de communication, mais voilà, c'était pour l'anecdote. Fais pas ça, Estelle. Fais pas ça. Y'a plus d'Estelle. Dégage. Donc elle est en mode canon, hein, donc elle est prête à lâcher une rafale de 30 mm dans le ravitailleur. Et le seul moyen qu'il a trouvé pour l'en empêcher, c'est de la percuter. Alors, je suis pas ingénieur aéronautique. Je suis technicien aéronautique, d'accord, certes, et je travaille dans le civil. Mais, 2 avions qui se percutent, ça peut finir que d'une manière, c'est un double crash. Et des morts. Chose qu'on veut précisément éviter dans cette scène. S'il fait ça par peut-être désespoir, je ne sais pas, c'est bien pour empêcher qu'un ravitailleur s'écrase sur des civils.
et des militaires, puisque c'est le 14 juillet. Mais là, non. Je veux dire, une aile d'avion, c'est pas un mur de maison. C'est pas c'est pas un mur de briques qu'on peut taper ou avec lequel on peut taper, en fait. Ça a beau être solide, ça a beau être de l'acier et des matériaux composites, c'est pas fait pour encaisser des chocs pareils, des chocs brutaux. Surtout à cette vitesse-là, et puis avec un tel taux de roulis d'un seul coup, enfin c'est... Non. Je suis désolé, c'est pas juste pas possible. C'est beaucoup trop facile, c'est beaucoup trop simple. Je veux dire, le Mirage de Marcelli, donc qui est à droite, a 4 missiles et son canon. Il aurait pu à minima faire un tir de sommation au-dessus de la région parisienne. On est d'accord que c'est complètement irréaliste, mais bon, ça reste un film, c'est un film, faut pas l'oublier. Mais là, même pour un film, je veux dire, surtout... la différence entre la qualité de ce qu'on voit à l'écran et la médiocrité de ces raccourcis-là, ça me... Enfin. Donc, pour que cette vidéo ne soit pas qu'un stand de tir à balles réelles, je vais vous présenter 2 de mes contenus audiovisuels militaires préférés, un américain et l'autre français. Donc on va commencer par l'américain, comme on a fait précédemment, avec une série dans 7 épisodes de moins d'1 heure chacun, qui s'appelle Generation Kill, qui est sorti en 2008, je crois, ou 2007, et qui est tiré d'un livre écrit par un journaliste qui s'est retrouvé dans le Hummer de tête de la première compagnie de reconnaissance des Marines, au début de l'opération Iraqi Freedom, donc la deuxième guerre du Golfe, et vraiment qui est tourné à la manière d'un documentaire, très immersif, avec une qualité dans la représentation des engagements militaires, du matériel, mais aussi dans l'exposition de tous les problèmes liés à la hiérarchie, aux ordres complètement aberrants, à l'incompétence de certains, qu'ils soient troufions de base ou officiers supérieurs, aux problèmes d'approvisionnement, de ravitaillement, etc., aux problèmes humains liés à la perception que certains peuvent avoir de ce conflit et des populations qu'ils rencontrent. C'est vraiment une très bonne série, et même dans les phases de combat, on est vraiment sur quelque chose d'hyper réaliste. On n'est pas dans du Michael Bay où on va avoir des explosions à tout va à base de... Bon d'accord, ok, où on va avoir... Mais je parle pas d'explosions napalmesques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des explosions ultra spectaculaires, c'est vraiment lié uniquement à l'utilisation d'une munition particulière, où on va avoir des explosions qui sont relativement rares, mais on va avoir de la traçante, on va avoir de la mitrailleuse lourde, de la mitrailleuse légère, du support aérien. Et là où cette série est très forte, c'est qu'elle nous place vraiment au cœur de la section qu'on va suivre. C'est-à-dire qu'on se sent intégré au groupe, et on va suivre avec eux, on va vivre avec eux toutes ces galères, en fait. Et ça reste un groupe de soldats, entre guillemets, n'y voyez aucun cynisme là-dedans, des soldats de base, c'est-à-dire des hommes de terrain, ceux qui sont confrontés au danger en première ligne, puisqu'il s'agit de la première compagnie de reconnaissance, avec tout ce qu'ils ont d'individualité et de collectif. Individualité dans la façon qu'ils ont de percevoir le conflit, dans leurs origines, dans leurs opinions politiques, dans leur volonté, enfin comment dirais-je, pas leur volonté, mais dans leurs aspirations, dans ceux qui veulent faire carrière, ceux qui ne sont que des troufions, ceux qui vont essayer d'être au contact de la population locale, et ceux qui vont juste être là pour dérouiller des ennemis. Donc voilà, donc c'est toujours plus facile de casser du sucre sur un film ou quelque chose qui marche pas, que de souligner ce qui marche bien dans quelque chose qu'on aime. C'est pour ça que c'est pas toujours évident de faire ce que je suis en train de faire là, mais j'essaie de vous le vendre un petit peu quand même. Et donc on a une ambiance assez particulière, puisqu'on n'a pas de musique, en fait. Les seules musiques qu'on va avoir en guise d'ambiance sont des chansons que les personnages vont se chanter les uns les autres. Mais on se retrouve avec, mine de rien qu'au niveau visuel, en fait, on voit quelque chose d'hyper réaliste. On n'est pas dans les... on est au niveau de Fury, en fait, et c'est ça que je trouve dommage. C'est que Fury avait exactement cette qualité visuelle qui faisait que c'était très authentique, mais avec les problèmes que l'on a vus. Alors que là, on se retrouve avec des anecdotes de terrain et avec des problèmes liés au terrain,
Et la série ne cherche pas à faire évoluer les personnages en suivant un scénario ou en vertu d'une idée particulière, ou pour leur faire avoir un parcours particulier, pour un cheminement, une réflexion personnelle. Là, on va avoir de la réflexion personnelle, mais ça ne transpirera qu'à travers des regards, des jeux de regard, qu'à travers certains actes, des gestes. Il n'y a pas de beaux discours à base de et Dieu ceci, et oulala c'est bien, oulala c'est pas bien. C'est beaucoup plus léger que ça, et ça passe beaucoup dans la suggestion. Et vraiment, enfin, vous voyez les images, c'est d'une qualité, je dirais pas, enfin ça fait franchement authentique, quoi. Je veux dire, c'est pas des belles morts avec des belles entre guillemets morts avec un corps qui se jette en arrière, une explosion de sang et là tu prends une balle, tu tombes. Donc on est vraiment avec ces soldats à suivre leurs mésaventures, à suivre tous leurs problèmes qu'ils peuvent avoir de matériel, etc. Toutes les galères de terrain en fait, puisque l'adage qui dit que le terrain commande n'a jamais été aussi vrai, et c'est vraiment la première chose qui est mise en avant dans cette série-là, c'est que c'est système D en permanence, et que, enfin je veux dire, les gars sont en camouflage woodland, donc forestier, alors qu'ils envahissent l'Irak. Il y a quand même un petit décalage quelque part. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres des incohérences auxquelles certains de ces hommes ont été confrontés dans la vraie vie, quoi. Donc je ne peux que vous la conseiller, parce que vraiment, c'est pas de l'action en blockbuster. Ça va pas péter tout le temps dans tous les sens, et ça va pas être une explosion multicolore avec des couleurs ultra saturées, etc. Encore une fois, c'est pas du Michael Bay. Pourtant, j'aime bien ce que fait Michael Bay, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est juste que le côté vraiment photoréaliste est là. Et le travail là-dessus, les acteurs sont très crédibles dans leur rôle, parce qu'en fait, ils agissent naturellement, ils sont pas dans un personnage. Ça va être des conversations entre bidasses qui sont absolument sans filtre. Il n'y a pas de « oui, mais tu comprends que ceci est une métaphore de cela », c'est « non, toi, t'es un connard ». Voilà, il n'y a pas de filtre, en fait. Mais c'est cru, et c'est ce qui fait l'authenticité de cette série, donc je vous la conseille absolument. Et donc enfin, comme promis, une production française, Force Spéciale, sortie en 2010, et c'est réalisé par Stéphane Ribojad. Un film que j'aime beaucoup trop, pour être objectif, parce que ce film s'est fait tellement laminer, alors que il représente tellement de choses. Il porte des valeurs qui sont authentiques, et qui sont profondes, et que je pense pour ne rien vous cacher, la performance des acteurs, le message qu'ils portent à l'écran, les valeurs qu'ils incarnent, donc les valeurs d'engagement, de sacrifice, au péril de leur vie, sont des valeurs qui, moi, en tout cas, me parlent énormément. Et je trouve que le travail de chacun d'entre eux a été vraiment exceptionnel, d'une implication hors norme, et malheureusement, ils n'ont pas reçu tout le crédit qu'ils devraient avoir. Et je pense que c'est vraiment, vraiment dommage. Ils ont vécu quelque chose de très très fort. Et leur recherche d'authenticité est passée par ce petit passage chez les commandos marines à Lorient, où ils ont pu faire du tir, etc. Et Alain Flieglards, donc, qui fait partie de l'équipe, disait justement que quand on fait un film, quand on fait un film lambda, etc., et qu'il y a un peu d'action, on va sur le stand de tir, on tire quelques cartouches, etc. Et là, en fait, ils ont eu accès à des vrais militaires avec des vraies techniques de combat, des maniements de vraies armes à feu, avec des tactiques de déploiement, etc., etc. Et c'est ce qui fait qu'à l'écran, ça transpire la cohésion, en fait. Ça transpire la cohésion et vraiment l'esprit d'équipe. Là où, dans un film d'action, etc., on va voir des belles actions, des belles rafales, des beaux machins. Là, on voit vraiment des gestes très pro, très carré, et encore une fois, je trouve que ce souci de justesse et de justice par rapport au métier que font les hommes et les femmes qui appartiennent aux forces spéciales et à l'armée en général, pour moi, c'est ce qui fait que ce film est un grand film. Parce que au-delà du spectacle,
il porte à l'écran un message d'humilité et de respect que j'ai eu beaucoup de mal à trouver ailleurs. Donc si vous n'avez pas vu Force Spéciale, arrêtez tout et regardez-le, s'il vous plaît. Gardez à l'esprit que c'est pas un film à gros effets spéciaux avec des milliards d'explosions, des effets spéciaux à tire-larigot, des images virtuelles, des images de synthèse, etc. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont des vrais décors. La fatigue que vous voyez sur le visage des acteurs, c'est de la vraie fatigue. Il n'y a pas de fond vert ici. Il y a une cohésion qui s'est créée, je pense, au sein des comédiens, qui n'est pas, sans rappeler, du coup, celle qui peut unir des militaires entre eux. Et je pense que c'est ce qu'il fallait pour faire de ce film le film qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un film vrai, authentique, et humble, surtout. Donc voilà, c'est sur ces belles images de Mirage 2000D qu'on va se laisser. Alors, c'est pas les Chevaliers du Ciel, hein, c'est toujours Force Spéciale, du coup. Donc je sais pas si on a réussi à répondre à la question de pourquoi est-ce que c'est difficile de faire des films de guerre cohérents. Mais au moins, j'ai tenté d'y répondre avec 2 exemples et 2 contre-exemples. En tout cas, en voilà un film de guerre cohérent, avec des scènes cohérentes et des personnages cohérents, précédés d'une série non moins cohérente aussi. Donc je vous encourage à regarder tout ça. Si vous avez des exemples, les commentaires sont là pour ça. Si jamais vous voulez qu'on fasse des vidéos de ce style-là, enfin, il n'y a pas de souci, hein, ça me fera toujours plaisir. Alors, je suis toujours, encore une fois, expert en rien, et j'ai des connaissances, mais je suis expert nulle part. Donc j'apporte ce que je peux apporter, comme ce film a tenté de le faire, donc en toute humilité. Donc merci d'avoir regardé, et puis à très vite, j'espère. Portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao.